Bonsoir à toutes et à toutes. N'hésitez pas à bien rentrer, même s'il ne reste pas énormément de place là dans la librairie. On va garder les portes ouvertes, mais normalement avec le son qu'il y a, ça devrait aller. Tout le monde devrait bien entendre. N'hésitez pas à nous dire si ce n'est pas le cas. Merci d'être venus aussi nombreux pour donc le lancement de Comme une mule. Essai de François Bégodeau qui nous fait le plaisir de revenir au Guetteur de Vent. Merci François. Merci de m'accueillir. Voilà, donc on va faire un peu comme d'habitude, un échange avec quelques questions-réponses. Vous pourrez bien entendu intervenir. Si vous voulez intervenir pendant les questions-réponses, n'hésitez pas. Après, c'est peut-être plus simple si on fait ça en fin de questions-réponses. Et il y aura bien entendu un moment pour la dédicace. Si vous voulez vous procurer le livre, il sera en caisse juste là. Et un petit buffet convivial. On remontera un peu de vin tout à l'heure aussi pour ceux qui veulent. Voilà, donc on va commencer de ce pas. S'il y a des retardataires, tant pis pour eux. Donc François, donc vous sortez ce livre Comme une mule. Pour rappeler un peu l'origine du livre, le déroulé des événements, il faut faire référence du coup à ce fait du 20 mai 2020, où sur votre site internet, sur votre forum de discussion, vous échangez avec plusieurs personnes. Et dans la discussion vient un moment, une blague sur une autre autrice, Ludivine Bantini. Et voilà, cette blague qui va donner lieu ensuite donc un procès pour diffamation de la part de l'intéressé. Donc cette blague, c'était dans le milieu radical parisien. Ludivine Bantini est connue pour être jamais la dernière. Tous les auteurs de La Fabrique lui sont passés dessus, même La Gannerie. Donc Geoffroy de La Gannerie, un autre auteur. On s'en lasse pas. Voilà. Chaque fois que je la entends, je me dis... Vous aurez l'occasion de la relire dans le livre. S'ensuit bien sûr une réaction de l'intéressé sur les réseaux sociaux, d'un certain nombre d'autres personnes que vous qualifiez souvent dans le livre du cœur, ou les choristes. Et donc, comme je disais, une plainte pour diffamation à raison du sexe. 4 ans plus tard, donc, le procès donne lieu à une relaxe, même si le tribunal juge qu'il y a des propos indéniablement empreints de sexisme. Il n'y aura pas de suite. 4 ans plus tard, ce fait, on va dire, donne aussi lieu à ce livre, un essai de 450 pages environ, dont bien sûr cet événement est un point de départ, mais il n'en est pas non plus au cœur, vous verrez en le lisant bien entendu. C'est un essai où vous abordez énormément de thématiques, la morale notamment. On parle beaucoup de politique, on parle de l'art, de l'humour. Les deux se rejoignent d'ailleurs pas mal, vous l'expliquez dans le livre. De féminisme, bien sûr, de différents types de féminisme. En gros, voilà, comme d'habitude, un essai sur notre société, les individus qui la composent, leurs affects, et comment on essaye de vivre ensemble avec tout ça. On a quand même l'impression que tous ces sujets vous tenaient particulièrement à cœur. Est-ce que c'est un livre que vous auriez pu écrire quand même s'il n'y avait pas eu cet événement à la base, parce qu'on sent que c'est quand même des sujets pensés, réfléchis, bien en amont quand même, même si les cas proposés sont souvent ceux des 4 dernières années, mais on a l'impression que ça date d'avant quand même. Oui, tout à fait. C'est bien de le préciser, parce que il est évident que je ruminais un livre depuis pas mal de temps sur... je dirais le rapport entre la morale et la politique, le rapport entre la morale et l'humour, le rapport entre la morale et l'art. C'était ça un peu mon truc, c'est des sujets de toute façon qui me passionnent depuis très longtemps. Voilà. En même temps, c'était un peu trop théorique pour déclencher de l'écriture. Moi, j'ai un mode de déclenchement des essais qui est un peu particulier, c'est-à-dire que tant qu'un sujet est un peu... n'existe que théoriquement dans mon cerveau, même si chez moi la théorie est tout de suite assez incarnée, mais ça fait pas livre. Donc c'est des sujets, on a des sujets qui nous travaillent comme ça, j'ai plein de sujets qui me travaillent, dont je me dis tiens, peut-être un moment, j'en ferai quelque chose. Mais tant que ça peut pas prendre la forme d'un livre, je me lance pas. Et je me lancerai que s'il y a un livre. Et le livre, il est souvent occasionné, effectivement, quand il y a un point d'incarnation très fort. Je pourrais comparer avec Notre Joie dont on avait parlé ici, c'est exactement le même processus. Ça faisait un certain temps que je me disais, tiens, ça serait quand même intéressant d'aller disséquer et scanner exactement ce que c'est que les affects d'extrême droite. Tiens, ce serait intéressant de
d'analyser comment il y a une continuité, un continuum entre la pensée libérale et la pensée d'extrême droite. Ça faisait bon, je rencontrais des gens qui me faisaient croire qu'il y avait un vrai sujet. En plus, la situation du moment faisait que, mais il n'y avait pas de livre. Et le livre s'est imposé, ou en tout cas est devenu possible parce qu'il y a eu ce fameux soir où je rencontrais un jeune soralien et ses amis. Et voilà, je tenais mon assise biographique, en tout cas de vécu, mon incarnation. Et le livre a été possible. Là, c'est exactement ça qui s'est passé. Je ruminais donc ces sujets-là, c'était un peu nébuleux. Je travaillais déjà dessus à travers mon travail de critique de cinéma ou littéraire. La question de l'art, bon, ça faisait longtemps que je l'avais abordé. J'avais un peu écrit sur le comique, enfin voilà, j'avais disséminé des petits trucs comme ça, mais j'avais pas de trucs. Et bon, quand me tombe dessus cette affaire, par ma faute probablement dans un premier temps, mais ensuite je ne suis pas complètement responsable de l'ampleur qu'elle a prise, avec les réactions qu'elle a suscitées, le mode de commentaire qu'elle a suscité, là j'étais au cœur, je me retrouvais moi-même au cœur de plein de choses qui m'avaient intéressé chez d'autres. À savoir qu'est-ce que c'est que ce procès fait, par exemple, à l'humour, ou voilà, tout un tas de choses aussi, par exemple la question féministe, le rapport entre le féminisme et la morale, qu'est-ce que ça veut dire un féminisme moral, est-ce qu'on peut l'opposer, ou en tout cas, ou l'adosser à un féminisme que j'appelle plus strictement politique. Bon voilà, j'avais mon truc, donc je me suis dit, j'ai ma charpente, je vais raconter les choses, je vais raconter les faits, comment ça se passe. Il se trouve que, par ailleurs, on m'a fait le grand cadeau de faire durer cette histoire, de prolonger le récit par une plainte en justice, puis donc par un procès. Donc tout ça, ça donne une charpente narrative tout à fait exceptionnelle, ce qui est un presque cadeau du ciel. Ça fait que le livre parle pas du tout du procès en tant que tel, puisque de toute façon il a eu lieu en avril et que j'avais déjà fini le livre, mais j'ai quand même attendu le procès pour en faire quelques pages qui closent le livre. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas mal de le remettre un peu dans ce sens-là, plutôt que effectivement j'ai écrit un livre sur cette affaire. Je pense que les gens qui attendraient ça seraient un peu déçus probablement par le livre, parce que finalement l'affaire en tant que telle n'occupe que, je pense, un 20e des pages. Le titre, Comme une mule, peut apparaître très polysémique de prime abord. Voilà, on connaît tous les expressions têtu comme une mule, chargé comme une mule. D'ailleurs, têtu comme une mule, on se dit peut-être qu'il y a une petite auto-critique derrière. Est-ce que c'est vous la mule? On ne sait pas. Et en même temps, vous dites bien dès le début que ce n'est pas un exercice d'auto-justification, clairement. Non, surtout pas. De toute façon, je déteste les auto-justifications en général, et je les déteste surtout dans les livres. Pour moi, il y a quelque chose de complètement contradictoire entre la littérature, parce que j'ai la grande prétention de penser que ce livre appartient à la littérature, sinon je ne l'aurais pas écrit. Et alors vraiment, s'il y a bien des choses qui sont complètement disjointes pour moi, c'est la justification. Pour moi, la littérature n'est pas du tout l'espace de la justification. Elle n'est pas non plus l'espace de l'incrimination, qui serait le contraire de la justification. Je vais incriminer d'autres gens. Donc il n'y a pas d'incrimination dans ce livre. Il y a peut-être un peu de moquerie, mais ce n'est pas des incriminations. C'est pas non plus... Je trouve rien de plus méprisable qu'un livre qui règle ses comptes, qu'un livre qui est... Bon, donc pour moi, le livre n'est pas ça. Et s'il est lu comme ça, en tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai écrit. J'accepte toutes les lectures, mais parmi les lectures que j'accepte aussi la mienne. Et ma lecture du livre est que c'est pas du tout un règlement de compte. J'essaie, moi, de me situer dans un terrain analytique, quoi, c'est-à-dire dans une zone qui serait dans une zone infra par rapport au jugement. Le jugement, le verdict moral des choses, c'est quelqu'un fait une blague, par exemple moi, cette blague a de toute évidence une espèce de consonance sexiste, comme il y a des blagues racistes, il y a des blagues homophobes, il y a des blagues sexistes. Ok, il y en a plein, il y a plein de blagues dont beaucoup me font rire, et dont je suis assez prodigue en général. Ok, très bien. Bon, l'idée pour moi, à ce moment-là, c'est pas de juger si c'est bien de faire ces blagues ou pas, ni d'aller sonder les cœurs et les reins de la personne qui le fait. Est-ce que c'est vraiment un malotru? Est-ce que c'est vraiment un sale type qui fait ça? Est-ce qu'il est vraiment sexiste ou ceci, cela? Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de scanner psychologiquement le processus qui fait qu'on fait cette blague. Qu'est-ce que cette blague contient vraiment? Donc c'est ça, c'est faire un travail de moraliste en fait, mais le moraliste n'a pas grand-chose à voir avec la morale. Le moralisme, c'est vraiment étudier les comportements. Étudier les comportements. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait? Quel est le processus qui amène cette blague? Qu'est-ce que cette blague contient? Pourquoi est-ce qu'elle me plaît? Au moment où je la prodigue, c'est-à-dire pendant 2 secondes, parce que c'est 2 secondes de ma vie. Ça va vite sur des forums. C'est une réponse à un copain qui venait de déconner sur un truc. Je poste ça en 3 secondes, j'y pense même pas 3 secondes plus tard. Enfin bon, c'est un post quoi.
Et c'est pas quelque chose que j'ai gravé dans le marbre et que j'ai publié chez Gallimard. C'est quand même remettre les choses... bon. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que mon corps trouve séduisant de le fait d'énoncer ces mots-là? Ça, c'est intéressant. Alors peut-être qu'effectivement, ça active en moi un fond sexiste. Ok, on pourrait le dire comme ça, mais immédiatement on serait dans le jugement, parce que sexisme, ça fait un peu loin. Moi, je préfère parler d'un goût pour la trivialité, par exemple. Moi, je pense que ce qui me plaît dans cette blague, c'est d'abord les mots qui la composent. Et oui, il est bien vrai que j'ai un certain goût pour la trivialité. Donc j'analyse, du coup, mon goût pour la trivialité. Est-ce que je suis un beauf? D'où me vient mon goût pour la trivialité? Pourquoi les mots crus, non seulement en général, suscitent chez moi une certaine... un certain plaisir, parfois même une excitation, au sens érotique du terme. Qu'est-ce que c'est que cette excitation? Est-ce qu'elle est condamnable? Est-ce que d'être excité par des mots crus fait de moi une espèce de goujat politiquement foutu? Ben, je crois pas. Ça fait pas de moi non plus quelqu'un de formidable. Ça fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un aimant la trivialité. Donc j'essaie de voir d'où ça vient. J'analyse même, est-ce que ce ne serait pas un attribut masculin que d'aimer la trivialité? Est-ce que ce ne serait pas encore un effet de la domination masculine que les hommes aient tendance à s'accaparer cette crudité-là? En même temps, je vois bien qu'il y a une certaine crudité féminine qui peut me plaire aussi. Enfin, voilà, c'est ça moi qui me fait écrire en fait. C'est que j'ai toujours l'impression qu'il y a des choses à déplier, à disséquer. Et après, je peux aussi analyser l'attitude des autres. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que la personne qui, voyant ce post sur un forum relativement obscur quand même, relativement, et tout est dans le relativement, mon erreur ayant sans doute été de sous-estimer la visibilité de ce forum, mais enfin c'est comme ça, c'est mon côté pas très rompu en fait, fondamentalement au réseau. Bon, il y a quelqu'un qui lit ce truc-là et qui immédiatement va le rapporter, avec toute la polysémie d'humour aborté, neutre ou moins neutre, à la première intéressée. Qu'est-ce que fait cette personne quand elle fait ça? C'est pas du tout genre « bouh, ah là là, la méchante femme » ou elle est formidable de le faire. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui traverse son corps? Qu'est-ce qu'elle croit faire en faisant ça? Elle croit sans doute faire, je pense, tel que je peux l'analyser, du bien à la cause, par rapport à cette espèce de diktat féministe que par ailleurs je peux partager, que j'essaie d'analyser aussi. Il faut rien laisser passer. Il ne faut plus rien laisser passer. Est-ce que c'est une bonne politique de ne plus rien laisser passer? Alors là, c'est là que j'en arrive à parler plus politiquement des choses. Voilà, ce sont des sujets d'ailleurs compliqués, sur lesquels je pense on est... C'est des sujets passionnants en fait. C'est aussi pour ça que pour moi il y avait un livre, parce que c'est des sujets extrêmement réversibles, sur lesquels il est difficile de se faire une religion. Je pense que quand même... la grande majorité des gens qui intéressent un peu ces questions-là sont vraiment dans une posture un peu d'atermoiement, d'hésitation par rapport à tout un tas de choses, quoi, par rapport à qu'est-ce que c'est que, est-ce qu'on doit annuler des trucs, est-ce qu'on doit cancel des gens, est-ce qu'on doit déboulonner des statuts, est-ce qu'on doit imposer tel sort à Polanski, pour prendre cet exemple emblématique, etc. C'est des questions, je pense que vraiment, quand on essaie de les analyser, elles sont passionnantes, en fait. Alors, certains les ont tranchées, je pense, sans véritablement les analyser, bon, pourquoi pas. Il y a deux façons de les trancher, d'ailleurs. Il y a dire, bah, c'est ça qu'il faut faire. On laisse plus rien passer, voilà. Le moindre truc devra être absolument justiciable d'une attaque en justice ou alors d'une condamnation morale. Et puis de l'autre côté, il y a le backlash réactionnaire qui dit tout ça c'est dégueulasse, c'est des ayatollahs, ah là là, on peut plus rien dire. Bon. Alors il me semble que la pensée, elle est évidemment, je dirais pas dans le juste milieu entre ces deux postures, parce que le juste milieu m'intéresse pas en général, mais en tout cas, elle sinue entre ces deux pôles qui, eux, ne pensent pas. Peut-être qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent, mais en tout cas, ils pensent plus. Ils ont décidé que, de toute façon, il était juste de se comporter comme ça, ou abominable de se comporter comme ça. Bon, l'espace du livre, il est évidemment de zigzaguer entre ces deux pôles qui... il y a un pôle dont je me sens quand même beaucoup plus proche. J'espère qu'il est assez clair, je suis sûr, sauf inattention coupable du lecteur, que n'importe quel lecteur ou lectrice de ce livre verra bien que ce livre est écrit depuis la gauche et depuis le féminisme. Féminisme, justement, tout à l'heure, vous distinguiez féminisme moral et politique.
On comprend assez bien voilà, de quel côté tu préfères te ranger. Le féminisme moral, comme vous le décrivez dans le livre, peut être un peu à l'origine justement de l'ampleur qu'a pris le phénomène, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire justement, enfin revenir un peu sur cette distinction que tu fais dans le livre entre féminisme moral et politique? Mais je dis quand même dans le livre ce que je rappelle toujours dès que je parle de morale, parce que j'essaie toujours de titiller un peu le réflexe moral, mais je rappelle toujours dès que je parle de ça et que j'épanche une certaine mauvaise humeur parfois par rapport à certains réflexes moraux, je rappelle toujours qu'il n'y a pas de pensée politique ou d'engagement politique digne de ce nom sans un soubassement moral. Nous sommes des sujets moraux, nous sommes des créatures morales, et je pense que dans mon engagement à gauche, ou en tout cas dans ma sensibilité de gauche, il y a des éléments éminemment moraux. Bon, c'est bien pour ça que la chose est difficile. Je ne suis pas en train de réfuter la morale, bien sûr. Comment dire ? Le problème de la morale, c'est quand elle prend toute la place. Voilà. Et qu'elle prend tellement de place qu'elle en oublie de penser, et qu'elle prend tellement de place qu'elle en oublie de se donner une espèce d'amplification politique. Prenons un exemple. Nous avons une grosse affaire en ce moment qui nous touche un peu tous, qui est passionnante, qui est extrêmement glaçante et passionnante, qui est l'affaire Mazan. La saisie morale de l'affaire Mazan, elle est absolument juste, c'est de dire que ce qui a été fait à cette femme est absolument abominable. Et que probablement, même si on n'est pas un grand dingue disons, de la justice coercitive et de l'incarcération systématique et d'une société carcérale, nous serions tous assez d'accord pour considérer que les 50 personnes qui sont incriminées doivent être petit A jugées, ce qui est le cas, et petit B condamnées, et probablement à une peine de prison. Jusqu'ici, je fais de la morale. Et je fais bien d'en faire. Ça serait très bizarre de ne pas en faire. C'est bizarre de dire, oh non, mais le mec, ils ont fait ça, bah, à la rigueur, c'est la vie, c'est comme ça. Bon. Marquis de Sade, bon... Non, nous avons donc, heureusement que nous avons tous des antennes morales et que nous sommes quand même très majoritaires à condamner absolument cette horreur. Bon, mais alors après, si on veut politiser l'affaire, parce que jusqu'ici, il y a Marion Maréchal à ma gauche, ou à ma droite plutôt, et il y a toi, il y a moi, il y a plein de gens ici, il y en a qui sont de gauche, il y en a de droite, plus de gauche je pense ce soir, voilà. En fait, jusqu'ici, nous n'avons pas fait de politique. Preuve en est que tous les camps s'accordent à dire que les viols de Mazan sont absolument abominables et qu'ils méritent tous une condamnation. Il y aurait peut-être débat entre gens de gauche et de droite sur l'intensité de la condamnation, mais en fait, je ne crois même pas à l'intensité de la peine. Qu'est-ce qui va donc faire clivage politique à ce moment-là? Qu'est-ce qui va faire qu'on va monter en politique et qu'on va un peu compliquer l'affaire? Ben, c'est dans quelle mesure je peux rapporter ce fait divers à une structure. À une structure. Et la structure, ben, dans le féminisme, on le connaît bien. On va tout de suite dire, ben, finalement, c'est systémique, c'est la culture du viol. Et là, oui, on commence à faire de la politique. On commence à faire de la politique puisqu'on désindividualise le cas Pellico. On désindividualise, on le rapporte à une espèce de tendance plus générale de la société ou à des structurations mentales et matérielles fondamentales d'une société qui fait que ça devient possible, ce genre de choses, et que, par exemple, ce genre de viol, comment on appelle ça? J'ai oublié d'un seul coup. Soumission chimique. On sait bien qu'en fait, bon, d'ailleurs ces procès permettent de sortir ce genre d'informations. Nous sommes maintenant tous au courant, enfin si on a un peu suivi l'affaire, que c'est en fait un fléau, que ça se fait beaucoup. Bon, voilà. Mais alors après, une fois qu'on a dit que c'est systémique, ben oui, mais quel système? Quel système? Quelle est Et là, voilà, on rentre en politique, on commence à penser. Il y a des gens qui vont dire, mais peut-être que c'est systémique, c'est la violence masculine. C'est la violence masculine. Il y en a qui sont comme ça, qui sont en bordure de l'essentialisme. En bordure d'essentialisme. Et là, on peut commencer à discuter à gauche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Les hommes porteraient en eux-mêmes, systématiquement, ce genre de violence qui va s'actualiser ou pas. Mais en tout cas, ils le portent. Là, attention, il faut savoir ce qu'on fait quand on dit ça. Moi, je ne réfute pas cette thèse. Je ne réfute pas le fait que tous les hommes porteraient cette violence-là. Je dis simplement à mes amis de gauche, attention, nous sommes là en train d'entrer dans des eaux essentialistes qui, d'habitude, ne sont pas les nôtres. Moi, c'est ce boulot que je fais dans le livre. C'est de clarifier un peu qu'est-ce qu'on dit, quoi, ça nous emmène où, ça nous accoquine avec quoi, etc. C'est ça que je fais. Sans jamais d'ailleurs trancher très catégoriquement dans un sens comme dans l'autre. Mais j'essaie de voir, mais qu'est-ce qu'on dit quand on est en train de dire ça? Et puis il y a un autre, moi, par exemple, si moi j'avais à politiser, systématiser
cet épisode voilà, effrayant. Moi, je mettrais en avant le fait que ce sont des viols domestiques, que ça se passe dans la maison. Et peut-être que je commencerai à me demander s'il n'y a pas dans la structure même de la maison, qui est quand même une structure fondamentale de notre société, quelque chose qui appelle des comportements incestueux. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans la structure même de l'ordre familial, qui s'est toujours agencé en maison, la famille habite dans une maison, c'est à ça qu'on l'identifie pratiquement, on fait famille quand on vit sous le même toit, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la configuration même des maisons et donc de la famille quelque chose qui appellerait systémiquement l'inceste, en tout cas des viols domestiques? Là, voilà, je commence à politiser. Et là, je politise plutôt à gauche, hein, puisque je m'en prends quand même à une structure, la famille, qu'a priori, dans la grande histoire de la gauche, on ne sait plus à déconstruire. Bon, je m'étonne un peu dans le livre que je trouve que la famille est un peu moins déconstruite qu'elle ne l'a été dans le passé de la gauche, ce qui me fait penser que la gauche est moins libertaire qu'elle a pu l'être. C'est des hypothèses, voilà, c'est des choses que je peux dire. Bon, j'ai pris cet exemple, je suis un peu long, mais quand on veut essayer de réfléchir à tout ça, il faut être long. Ça serait un exemple de politisation. Comment je suis passé d'un réflexe moral tout à fait sain, juste, légitime et nécessaire, à une espèce de montée en gamme politique par la pensée systémique, laquelle pose à ce moment-là des problèmes, des conflits de système. Et selon qu'on va mettre en avant tel systématisme, le systématisme masculin, ou un autre systématisme qui serait plus structurel, qui serait par exemple la structure familiale, je pense que ça vous situe plus ou moins à gauche. Non pas que ce soit forcément un truc qui me passionne dans la vie que de décerner des bons points de gauche ou pas, mais en tout cas, situer les gens, c'est toujours intéressant. Donc je pense qu'effectivement, en ce moment, il y a une certaine façon, par exemple, de partir, comment dire, de préconiser des politiques quant aux violences conjugales, par exemple, ou au féminicide. C'est quelque chose, c'est un grand progrès dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est en train de sortir, toutes ces affaires. On s'aperçoit qu'encore une fois, c'est presque une épidémie, cette affaire, les violences conjugales. Mais ceci ne fait pas politique. Ne fait pas politique, parce qu'à partir du moment où vous dites que vous êtes absolument révulsé et scandalisé par le fait que 200 femmes meurent sous les coups de leur conjoint tous les ans, ou de leur compagnon ou ex-compagnon, encore une fois, vous avez un réflexe tout à fait sain et nécessaire, mais vous ne faites pas de politique. Vous faites de la morale. Voilà. Je pourrais prendre 400 autres exemples, mais je suis trop long. Tu parlais justement là, de déconstruction au sujet de la famille. Le terme revient à d'autres égards dans le livre. Tu opposes notamment l'homme déconstruit à l'homme féministe. L'un serait soustrait et l'autre, au contraire, augmenté. Tu peux nous... Pas de Bégodeau déconstruit demain, si j'ai bien compris. Je répondrai à toutes les questions. Ce que j'essaie de voir toujours, c'est qu'il y a des mots qui traînent, il y a des protocoles intellectuels qui sont aussi parfois des protocoles pratiques qui se sont un peu développés depuis la séquence MeToo, appelons ça comme ça, tout le monde voit bien de quoi je veux parler. Et donc, par exemple, le mot déconstruction a eu une certaine vogue depuis quelques années. Je m'en réjouis, puisque moi, j'ai grandi dans la pensée déconstructrice des années 70, qui était portée notamment par des gens comme Derrida. Donc vraiment, moi, je suis absolument content que le paradigme de la déconstruction, ou plutôt les protocoles de déconstruction, soient revenus au goût du jour, après une espèce de petite parenthèse où on avait un peu soldé la French Theory, des choses comme ça. Bon, après, le mot n'est pas revenu exactement dans son sens derridien. À chaque fois qu'un mot se développe beaucoup et qu'il devient presque une mode, évidemment, il se dévoie un peu, il se dégrade. Je vais pas faire mon vieux con, je vais dire « ouais, non, mais c'est pas ça que voulait dire Derrida ». Évidemment qu'à partir du moment où un mot circule, il a un peu moins de netteté philosophique qu'il n'en avait quand il était dans un livre de Derrida. Donc ça, c'est pas grave, c'est normal, ça circule, chacun s'en empare un peu comme il veut. Bon. Et moi, je me réjouis. En plus, c'est un mot qui fait crier les réactionnaires, donc c'est toujours une preuve de sa pertinence. Mais où je tique un peu plus, c'est quand j'entends parler d'homme déconstruit. Là, je l'analyse presque d'un point de vue stratégique. Si je me mets en tant qu'allié du féminisme, je vois bien qu'on va de plus en plus me refuser ce titre, mais je continuerai à me l'attribuer avec une arrogance qui n'appartient qu'à moi. Je pense que c'est une erreur stratégique de parler d'homme déconstruit. C'est une erreur intellectuelle et stratégique. Intellectuelle et ou stratégique à peu près indissociablement. Pourquoi ? Parce que ça essentialise ce qui est un processus. La déconstruction, c'est un processus. C'est une opération intellectuelle, chez Derrida,
Et c'est un processus, on va se déconstruire, on va déconstruire un certain nombre de codes de la société, on va les dénaturaliser, c'est vraiment le geste de gauche par excellence, hein. Je veux dire, c'est là où la pensée libérale veut toujours naturaliser les normes de la société, la gauche arrive et les dénaturalise, dit elles ont été construites, elles ont été historiquement construites, on peut même les dater, et donc ça prouve qu'elles ne sont pas inscrites dans l'essence des choses. Et donc on va les déconstruire, c'est ça que ça veut dire, et c'est un très très beau geste fondamental d'une pensée progressiste et émancipatrice. Et donc il est tout à fait intéressant qu'on se mette à déconstruire la masculinité, à déconstruire le patriarcat, à déconstruire les codes phallocrates de nos sociétés. C'est parfait. Ça fait longtemps que ça, d'ailleurs, le mouvement a commencé. Derrida lui-même était très porté sur ces questions-là. Il avait notamment un concept, moi, qui m'a beaucoup marqué à une époque, c'était le phallogocentrisme. Alors c'est très très jargonnant et ça fait un peu peur, mais je trouve très intéressant de voir que le phallocentrisme est un logocentrisme, parce que ça passe par des mots. Il y a des mots dominateurs, il y a une certaine façon de s'emparer du verbe qui est autoritaire. Il y a un verbe autoritaire, lequel est un pilier d'une société sous autorité phallocrate. Donc tout ça est passionnant, et ça continue, et je m'en réjouis. Mais quand arrive dans une espèce de zèle, je pense qu'il ne se contrôle plus, la notion d'homme déconstruit, eh bien de nouveau, on substantialise un processus. Un homme déconstruit c'est un adjectif. Un adjectif peut tout à fait désigner une substance. Qu'est-ce que ça voudrait dire que maintenant, de la même façon que je suis un homme chauve ou un homme grand, ou un homme, je serais un homme déconstruit? Qu'est-ce que c'est que cette substance en moi qui serait que je sois déconstruit? Et là, je vois de nouveau apparaître la morale et les bons points et les mauvais points. Tiens, lui, homme déconstruit, lui, homme pas déconstruit. Lui, homme bien, lui, pas homme bien. Mais c'est pas ça la chose. Donc, là où moi, je flaire le retour de l'essentialisme ou une espèce de conception un peu identitaire du masculin, le masculin ne serait plus une construction sociale, mais serait une espèce d'identité, laquelle identité produirait une contre-identité quand on la déconstruit, et donc ça produirait un homme déconstruit. Bon. Donc tout ça me paraît intellectuellement calamiteux. Et tout à fait à l'inverse de l'esprit dans lequel s'est inventée la déconstruction. Mais c'est aussi une faute stratégique, parce que évidemment, bon, moi je ne sais pas si le but qu'on doit avoir dans la vie, c'est d'essayer de convaincre les fachos, ou de convaincre les gens de droite, ou les réactionnaires, mais enfin, quand même, je pense que quand vous dites homme déconstruit, il n'y a pas que les gens de droite, ou les gens mal intentionnés ou réactionnaires, qui entendent homme castré. Bien sûr qu'on entend ça un peu, et si on n'est pas conscient de l'entendre, notre corps l'entend. Et donc, de nouveau, revient au galop, le vieux truc de les féministes, en fait, elles veulent nous couper les couilles, les féministes sont des hystériques qui n'aiment pas les hommes, etc. Donc je pense que c'est stratégiquement une catastrophe. Et par ailleurs, effectivement, oui, je pense pas que le but du féminisme soit de castrer les hommes, il me semble pas. Ça serait quand même bien dommage. C'est quand même bien dommage, parce que, comment dire... il y a un livre noir du phallus, mais il y a aussi quelques bonheurs qui sont sortis du phallus. Donc, je suis pas pour supprimer totalement les pénis, quoi. Alors, à quoi j'oppose, effectivement, pour moi, ce qui devrait être toujours une stratégie émancipatrice, c'est on est là pour augmenter les capacités vitales et pas pour les diminuer. Donc moi, c'est ça ma boussole en tout. Est-ce que telle option politique ou option morale augmente les capacités vitales, élargit le spectre des possibilités vitales, ou est-ce qu'il les réduit? Sachant qu'il est parfois nécessaire, de façon contingente, de réduire les capacités vitales de quelqu'un. Si la capacité vitale de quelqu'un, c'est la capacité de tuer, il est assez normal qu'une société l'empêche de tuer. Il n'empêche que c'est une réduction. Et quand moi je vois des mouvements de gauche être maintenant très majoritairement dans des opérations de réduction, pas simplement du pénis, mais des capacités vitales, bah là, le vitaliste en moi s'active, quoi. Il dit, moi, j'ai pas envie d'être d'une gauche qui va être tout simplement coercitive. Il faut bien le dire. Moi, j'ai longtemps dit que le féminisme ne pouvait être que de gauche. Mais maintenant, j'arrête de le dire, parce que je suis loyal à ce que je vois autour de moi. Il existe un féminisme de droite, il existe un féminisme policier, il existe un féminisme libéral, il existe un féminisme à dominante morale. Bon, eh bien donc là-dessus, il faut réaffirmer le b.a.-ba d'un féministe de gauche. Merci pour cette longue réponse. Ben ouais, désolé, mais... Et, les gens sont... Le public est là pour ça. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire, pardon? Merci. Oui, merci. Du coup, Bégodeau déconstruit, non? D'accord, pas de Bégodeau déconstruit demain. Bégodeau continuant à se déconstruire éventuellement, à déconstruire ses propres réflexes,
de blanc, d'hétéro, de mâle, oui, tout à fait. Mais Bégodeau a commencé depuis très longtemps, mais ça, seul Dieu peut en juger. Ok. Non, plus sérieusement, du coup, dans tout ça, l'art, l'humour, quelle place ils peuvent avoir et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Est-ce qu'ils peuvent justement nous augmenter? Bah, ça, c'est sûr que je pense que... C'est vrai que tu l'as très bien dit, hein, il y a vraiment une transition qui s'est faite très naturellement dans mon développement qui peut paraître parfois un peu foutraque, mais qui ne l'est pas du tout. Tout se tuile, quoi. Je pense qu'il y a vraiment une espèce de suivi du raisonnement, et il m'a été très facile de passer du moment humour, qui arrive à peu près au milieu du livre, ou je sais plus, vers la page 150, au moment art, que de toute façon, dont je voulais qu'il soit la dernière grosse partie de ce travail. Parce que c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est pareil, quoi. D'abord parce que les humoristes sont des artistes à mains égards. Il m'arrive même de penser que les grands humoristes sont parmi les artistes les plus puissants en activité, ou les grandes humoristes. Mais pourquoi ça marche ensemble? Parce que la morale et l'humour, ça fait pas bon ménage, quoi. C'est-à-dire qu'au contraire, je pense qu'on voit bien, quand on a l'expérience soi-même de l'humour, soit qu'on adore écouter les gens nous faire rire, soit qu'on se pique soi-même d'être un peu drôle de temps en temps, ou qu'on se fait rire tout seul dans sa chambre. Bon, on sait bien que l'humour fraye en permanence avec l'immoralité, c'est-à-dire quelque chose qui contreviendrait à ce qu'est la morale, disons la morale courante, qui nous fait vivre ensemble sans trop nous taper dessus. Et qu'il fraye même souvent avec la moralité. Son problème n'est pas là. L'humour est toujours très très fort. Il n'est pas que ça. Il peut y avoir un humour qui soit pas spécifiquement sulfureux ou qui ne pactise pas forcément avec l'indécence, avec l'obscénité, tout ça. J'essaie de donner des exemples dans le livre. Mais globalement, en tout cas, moi, l'humour qui me fait le plus rire est sans doute l'humour qui fraye avec l'immoralité, l'amoralisme, le scandale, l'indécence. Et oui, et donc pour moi, l'humour a toujours été cette espèce de lieu où peuvent se dire tout un tas de choses que dans la vie courante, je ne me permettrai pas de dire, en tout cas pas sérieusement. Et voilà, et si l'humour n'est pas ça et qu'une police de l'humour se met en place... Bon, moi je pense que l'angle un peu singulier que j'apporte dans ce livre, si je peux me permettre, c'est que j'essaie de faire des espèces de petits laboratoires expérimentaux. Parce que souvent je pense que par rapport à ces questions-là, est-ce qu'on peut rire de tout, blabla? En fait, c'est une question qui est toujours posée, qui est moi ce que j'appelle une question de société. C'est-à-dire que, peut-on rire de tout, c'est quoi? Est-ce qu'on peut émettre ce genre de blague en public? En société, que ce soit dans un public réduit, par exemple ce soir, un public beaucoup plus vaste, si par exemple on disait une blague à la télé et qui serait très relayée. Cette question sociale se pose. Mais en fait, pour moi, elle est très très vite résolue. Vous faites des blagues, ça va blesser des gens. Soit on accepte le contrat de l'humour qui est que ça peut faire de la casse, soit on tire l'échelle. Mais je veux dire, si on commence à s'enquérir de tous les gens que pourrait blesser une blague donnée, alors là, il faut savoir moi, je veux bien qu'on le fasse, hein, c'est pas un problème. Moi, je continuerai à me marrer en privé. Mais il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, on ampute, on castre, on mutile l'humour à peu près de 80%. Je ne sais pas ce qui va rester, hein. Il va pas rester grand-chose, quoi. Donc ça, c'est clair. Mais moi, j'aime bien aussi me poser la question de voir, pour voir exactement où on en est par rapport à ça. Il y a des gens qui sont parfois choqués par une blague et vont dire « Non, non, mais c'est pas bien cette blague, ça peut faire mal aux gens. » Bon. Alors moi, je fais une espèce de petite expérience. Je dis « Mais si cette blague, tu étais la seule à l'entendre. Toi, tu me dis que cette blague, elle peut blesser d'autres gens et c'est à ce titre-là que tu es un peu gêné par le fait qu'elle soit émise en public. Mais toi, tu n'as pas l'air d'être choqué. Donc si jamais cette blague ne t'arrive qu'à toi, dans un café, on est en tête-à-tête, je te fais cette blague qui est un peu comme ça, qui pourrait blesser, je sais pas, des gens en transition, ou des homosexuels, ou des Chinois. Mais toi, t'es pas chinoise, t'es pas en transition, t'es pas homosexuel. Est-ce que cette blague, ça va, je peux te la dire? Est-ce qu'elle va te choquer quand même? Et là, la personne peut dire, oui, en fait, ça me choque. En fait, je suis choqué. Je suis pas choqué à leur place, je suis choqué moi-même. Ah, ok, d'accord. Mais peut-être que non, en fait. Et donc je simule un peu une espèce de truc. Bon, si vous êtes au milieu d'une forêt et que vous faites des blagues racistes qui n'arriveront pas, 3 personnes font des blagues racistes. On va dire que c'est les blancs qui font des blagues sur les noirs, mais ça peut être des noirs qui font des blagues sur les blancs. Ils sont au milieu d'une forêt, vraiment ça restera entre eux. Est-ce que c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on pense de ces gens qui font des blagues racistes là, au milieu autour d'un feu de camp?
font des blagues racistes. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que là, la question de la société ne se pose plus. Cette blague ne sera plus toxique, elle ne sera pas nocive, puisqu'elle ne va pas être entendue. Et là, moi, je pense que je prends un petit peu, je prends chacun à témoin, bon, de son attitude. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que véritablement une blague raciste, ça le fait pas rire, parce que le racisme, ça le fait pas rire. Ok, j'en prends acte. Bon, mon premier réflexe, un tout petit peu comme ça, branleur, c'est de dire, bah, ta vie, ça va être quand même moins drôle que ça aurait pu. Tu vas quand même te passer de tout un registre de blagues, c'est quand même dommage. Et puis surtout, je dis, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui... Bah, c'est sans doute que la personne... Qu'est-ce qu'elle se dit, la personne, quand elle est choquée par une blague raciste? Elle se dit qu'en fait, ouais, mais c'est parce qu'il y a ce genre de blague qu'il y a le racisme, donc elle établit ce qu'on appelle le continuum. Ok, intéressant à étudier, mais est-ce qu'il y a vraiment un continuum, en fait? C'est intéressant, cette histoire de continuum. Est-ce que quand je fais... Oui, parce que moi, c'est un petit peu ça qu'on va me reprocher. Je fais une blague sexiste, bah ouais, mais c'est à force qu'il y ait des blagues sexistes qui circulent, qu'au bout du compte, par continuum, ben ça se termine en viol. Pas forcément moi-même, mais en tout cas, je participe d'un système d'énoncé ou un système discursif qui est partie prenante de processus qui mènent à des actes, en fait, sexistes. C'est l'hypothèse que formulent pas mal de féministes, l'hypothèse du continuum. Le problème avec cette hypothèse, c'est qu'elle est spéculative, elle est invérifiable. Parce qu'on pourrait très bien apporter la spéculation inverse. Je pourrais très bien dire, c'est précisément parce que mon sexisme s'exprime depuis 30 ans par quelques blagues sexistes, de fait j'en ai fait quelques-unes dans ma vie, que je n'ai jamais commis d'acte de violence sexiste. Peut-être. Je pourrais très bien dire ça. Donc c'est spéculation contre spéculation. C'est un petit peu le vieux débat sur les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Est-ce qu'il y a un continuum entre les jeux vidéo qui sont un peu violents, et quand même un certain nombre de faits divers où on voit des mecs canarder des gens comme ça, sans raison? Oui, ça a été dit, tout un tas de psychologues ont fait des études pour montrer que oui, il y avait un continuum, et puis d'autres études ont montré qu'en fait non, il n'y a pas de continuité forcément entre les gens qui jouent aux jeux vidéo, enfin il n'y a pas plus de criminels potentiels dans les joueurs, les gamers, que dans le reste de la population. Voilà, tout ça, il y a des études, il y a toujours des études contradictoires, donc des spéculations contradictoires. Et certains pourraient très bien dire au contraire, bah, je veux dire, les gens qui épanchent peut-être la petite violence qu'ils auraient en eux par les jeux vidéo, ils ne l'épancheront pas par des vrais actes. On est dans des spéculations. Moi, elles m'intéressent, ces spéculations, et franchement, je ne peux pas les trancher. Le problème, c'est que beaucoup de gens les tranchent, puisque... et là, je pourrais parler de mon cas. Je veux dire, de toute façon, il a été catégoriquement établi qu'il y a un continuum entre ma petite blague à 2 balles et les violences plus majoritaires, donc, au point même que c'est allé au procès, etc. Cette question a été tranchée. Il me semble tout à fait hasardeux, intellectuellement, de la trancher. Et de fixer sa boussole politique et morale à partir de spéculations qui sont... voilà, parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'à quel point les blagues sont nocives ou au contraire sont cathartiques, sont des exutoires, sont des sas de décompression, etc. Enfin, moi, il me semble que dans ma propre vie à moi, je peux au moins parler de moi, je prends acte du fait que j'ai toujours aimé les blagues un peu comme ça douteuses, et que, bon, alors après, on me croit si on veut. Il me semble que je n'ai jamais commis d'acte raciste, ni d'acte sexiste caractérisé, ou voilà. Donc peut-être dans mon cas, il me semble que les blagues m'ont permis d'être un mec formidable. C'est ma conclusion. Et dans ce passage, tu te livres aussi à un autre exercice, et donc dans ce passage-là où tu parles de l'humour qui ne peut pas être totalement moral, etc., de l'humour drôle, de l'humour pas drôle, tu cites un comique qui se veut justement un comique qui fait des blagues gentilles. Voilà, ça c'est un moment assez drôle du livre, je vous laisserai le découvrir. Bah oui, c'est un comique qu'on ne citera pas, parce que voilà... on ne veut pas l'accabler. D'ailleurs, je pense qu'il est plus comique, mais ça ne m'étonne pas. Donc, il s'est piqué de faire... Non, mais moi, je ferai un humour pas raciste, un humour un peu safe. Un humour safe, comme il y a les safe space, ou un humour un peu woke, en fait, dans une acception bidon de woke. Et bah oui, c'est pas drôle. Voilà. Bah, c'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Il y a une cruauté de l'humour. Bon, il faut accepter la cruauté de l'humour. Sinon... si tu prends pas, si tu jettes sépares le grain de l'ivresse, tu sépares l'humour de sa cruauté propre,
arrête de me parler d'humour, en fait, t'aimes pas l'humour. D'ailleurs, c'est un des trucs, je le dis très rapidement, c'est une des analyses que je fais. Moi, il me semble aussi que parfois, des gens incriminent des blagues sous le couvert de la morale, en disant ces blagues sont immorales, mais tout simplement parce qu'ils les trouvent pas drôles. Et donc en fait, mais peut-être parce qu'ils sont pas en capacité de les trouver drôles. Et parfois, on se venge d'une blague. C'est très humiliant de pas comprendre une blague. Vous êtes 6 autour d'une table, il y en a un qui fait une blague, il y en a 4 qui se marrent, et le 5e se marre pas. Le 5e se marre pas. Le 5e est mal, quoi. On se sent con quand on rit pas d'une blague auquel tout le monde... On se dit, j'ai pas compris, je suis pas rapide, putain, mon cerveau est pas bon, je suis pas assez open. C'est humiliant. Alors parfois, cette humiliation, on la ravale, on l'étouffe, on essaie de faire une blague soi-même pour rattraper le coup. Et puis parfois, en fait, cette humiliation, ça c'est le processus du ressentiment bien connu chez Nietzsche, va se transformer en incrimination morale, bien sûr. C'est-à-dire que, comme je m'en veux beaucoup d'être pris en flagrant délit d'une incapacité, je vais sublimer cette incapacité en incrimination morale. Ça, c'est vraiment le schéma du ressentiment de base. Hein. C'est vraiment la généalogie de la morale pour Nietzsche, c'est vraiment ça. Je me sens faible de quelque chose et je vais sublimer cette faiblesse en une espèce de revanche par l'incrimination morale des forts. D'où la phrase de Nietzsche que je trouverai à toute ma vie d'un scandale et d'une obscénité formidable. Il faut toujours défendre les forts contre les faibles. En termes d'humour, c'est intéressant. On a beaucoup parlé du coup d'immoralité, de scandale, voilà, et je pense que tu as ce statut aussi un peu peut-être anticonformiste. Tu fais référence à beaucoup d'auteurs dans le livre, je ne vais pas tous les citer, mais Fritz Horn, Thomas Bernhard, Beckett, etc., qui aussi en leur temps ont pu être considérés anticonformistes. Ils représentent quoi pour toi ces auteurs? C'est des références, c'est des auteurs qui t'accompagnent par leur pensée, par leur style. Là, je dirais qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont un peu mentionnés, ou analysés d'ailleurs plus, hein, il y a plus d'analyses. Il y a des auteurs que je trouvais particulièrement opportuns d'analyser dans ce livre-là par rapport aux questions qui étaient les miennes. C'est pas forcément mes auteurs préférés, il se trouve qu'il y en a, par exemple, Bernard, je l'ai beaucoup lu, Zorn, je connais que son Mars, mais qui est un livre qui m'a quand même beaucoup marqué, notamment ses 100 premières pages. Je sais plus qui tu as cité, Beckett est un de mes auteurs préférés, mais c'est pas forcément ça qui me guidait. Il y a aussi le fait que c'est aussi parfois des lectures que tu fais pendant que tu es en train d'écrire. J'ai écrit entre novembre 2022 et avril 2024, avec quelques notes préparatoires quand même assez longues, mais la rédaction en tant que telle s'est tirée de ça à ça. Et c'est aussi des lectures que je faisais. J'ai relu, je suis retombé sur un livre de Gary pendant que j'écrivais, et là tout de suite ça m'a donné envie d'écrire, parce que je trouve que ça correspondait bien à ce que je voulais démontrer sur ce qu'était la littérature de droite. Puisque c'est des questions que j'aborde un peu sur la fin, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un art de gauche, un art de droite? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pertinent? Dans quelle mesure est-ce que ces critères peuvent être vraiment intéressants? Voilà, donc c'était pas vraiment un florilège, si tu veux, de ce que je peux... c'est pas mon panthéon, mais quand même, bon, Genet, par exemple, est un auteur que j'ai lu beaucoup, relu, et qui, ça fait 30 ans, 35 ans que je lis, ça fait 35 ans qu'il me résiste. Et ça, c'est un espace génial. Quand un texte qui te résiste, ça veut dire que quand même, il t'attire beaucoup. Tu sens bien qu'il se passe un truc très fort là-dedans, tu y reviens tout le temps. Mais une des raisons pour lesquelles tu y reviens tout le temps, c'est que tu as toujours l'impression que quelque chose t'échappe, quoi. Et Genet est quand même très très fort pour échapper à tout, quoi. À toutes les déterminations, enfin en tout cas à toutes les identités. D'ailleurs, ça a été sa grande passion. À partir du moment où il sentait qu'il était nommé et encasé quelque part, il n'avait de cesse que de, évidemment, vouloir prendre le contre-pied. Bon, c'est presque une névrose chez Genet. Mais il était vraiment pile poil c'est presque une figure emblématique du livre, parce que... oui, parce que la littérature, c'est comme l'humour. Précisément, il me semble qu'elle est grande et elle est forte et elle est spécifique et singulière de pouvoir faire des choses qui ne sont pas possibles dans la vie courante. Et que si on plaque la morale courante sur la littérature, on la tue. En tout cas, on l'aseptise, on l'appauvrit, on la mutile, on la réduit. Et il faut laisser à la littérature, à l'art en général, ce côté laboratoire moral, où on ose des choses, on va dans des zones analytiques qui ne seraient pas très opportunes dans la vie courante. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de plutôt bien éduqué, se comporte plutôt bien dans la vie. Tu vois, je suis plutôt bien, oui, je suis un bon élève en fait, moral, hein, moi, dans ma vie. Mais par contre, en littérature... oui, on peut tenter des choses, on peut tenter des agencements de sens, des agencements moraux un peu nouveaux, on peut renverser les choses, oui, on peut faire droit à des pensées bizarres et impures et un peu sulfureuses qui nous viennent par moments. Je raconte, moi, un moment, je vais le dire, je prends plein d'autres exemples dans le livre, mais moi, j'essaie toujours d'écouter ce qui se passe là-dedans, là,
Ah, ça me passionne bien ce qui se passe là-dedans. Ce qui se passe chez les autres aussi m'intéresse, mais j'y ai moins accès. Bon, donc je raconte que quand je commence à m'enquérir de Strauss-Kahn au moment où le scandale éclate, je n'ai aucune sympathie pour Strauss-Kahn. Alors, à aucun égard, vous pensez bien, surtout pas politiquement, et pas vraiment pour ses mœurs non plus. Mais je me souviens qu'on commence à sortir les trucs. Bon, déjà, je note qu'on est quand même tous un peu des gros voyeurs et que, voilà, ça c'est voir les postures morales qui disent non, mais moi, vraiment, cette affaire me scandalise, alors que les mecs sont quand même en train de se documenter tout le temps sur, en fait, les partous de Strauss-Kahn, ça se passait comment. Bon, moi, j'aime bien me foutre de ça parce que chacun ausculte ses propres affects, quoi. Moi, je sais très bien ce que je fais quand je lis 4 pages dans Le Monde sur les parties fines de Strauss-Kahn et de ses amis. Je sais très bien ce que je fais. Je suis pas en train de faire un truc, non, mais il faut que je lise ça. Vraiment, ça me fait mal, mais il est de mon devoir de citoyen de voir jusqu'au bout la goujaterie de cette... Non, il y a quelque chose qui m'excitait là-dedans, quelque chose qui m'excitait à tous les sens du terme, comme un fait divers m'excite, enfin voilà, bon, je pense pas être le seul dans ce cas quand même. Ou alors peut-être je suis le seul mec tordu du monde, mais... Et donc quand je lisais les trucs comme ça, moi je me disais, mais mon corps se disait plein de trucs très contradictoires, il disait, ah le mec, mais quel connard, quel dominant, bah tout ça quoi. Parce qu'en plus, c'est un dominant au cube. Mais je me disais aussi, quelle santé. Ben oui, ça m'est venu. Je me suis dit, ah putain, le mec, quand même, où il trouve le temps, déjà? Moi, je prenais des problèmes techniques, moi. Et ben, ça m'est venu. Donc, si ça m'est venu, c'est que ça m'est venu. Bon, et donc, j'en fais quelque chose. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a là, comment je peux en arriver à percevoir, finalement, de la vitalité dans l'espèce de pathologie sexuelle de Strauss-Kahn. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait le mec est juste un malade pur et dur, et puis voilà, n'en parlons plus. Et là où je vois peut-être l'exercice d'une espèce de vigueur presque impressionnante, en fait on a juste affaire à un impuissant qui on connaît bien ce genre de truc. Il y a aussi une façon de s'emparer d'organiser des parties sexuelles qui ne sont jamais que l'épanchement d'une espèce d'impuissance ou d'incapacité. Bon. Donc je ne suis pas dupe de tout ça, mais je vois bien que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut ramasser? C'est ce que j'appelle le ramasser. La littérature ramasse des choses. La littérature est un ramassis. Et un ramassis, comme on dit, c'est vraiment un ramassis de clodo, là, le parking qui est pas loin. Ah bah oui, mais la littérature, c'est un peu un ramassis de pensées bizarres aussi. C'est pas que ça. La littérature, parfois, elle est très morale, elle se pose des problèmes moraux, et elle fait bien le faire. Mais moi, il y a bien plein de pensées qui me viennent, dont je me dis toujours, bon, bah ça sera pour un roman. Ça sera pour un roman. Ça, je pense que je pourrais pas le dire publiquement, ça, je pourrais pas... C'est dans un roman que j'essaierai de voir, bah tiens, c'est quoi cette pensée? Qu'est-ce que c'est que cet affect bizarre, là? Qu'est-ce que c'est que c'est... Voilà, mais je pense que c'est toujours assez intéressant de s'ausculter soi-même, sans forcément tout de suite aller dans le jugement, c'est-à-dire dans une espèce de contrition, ah là là, mais comment je peux être gagné par des pensées aussi impures? Ou alors dans une espèce d'auto-glorification, ah là là, je pense ça parce que je suis un homme libre et un esprit frondeur. Moi, je pense ni l'un ni l'autre, je pense que ça me traverse. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme... Moi, je suis toujours très surpris, par exemple, que beaucoup de gens ergotent sur le porno. Bon, le porno, alors est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est éducatif, c'est pas éducatif, enfin, pardon, c'est pas éducatif. Évidemment, c'est plutôt une espèce d'éducation à la violence masculine, oui, sans doute. Évidemment, c'est sans doute le creuset d'une culture du viol, oui, absolument. Bon, ben ça ergote, j'entends jamais les gens qui en parlent dire, mais eux, est-ce qu'ils en regardent, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de leur corps devant un porno, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait, toi, quand t'es... Bon, ben moi, je me prends comme exemple. Parce qu'il m'arrive de regarder les vidéos porno, pas de façon extrêmement compulsive, je regarde une fois tous les 2 ans. Et je me demande, moi, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? D'abord, c'est quoi ma pulsion qui fait que je vais interrompre un livre pour aller regarder une vidéo de 8 minutes, hein, le temps de faire ce qu'elle a à faire? Qu'est-ce que je suis devant? Est-ce que je suis vraiment un pauvre type? Est-ce que c'est vraiment super minable? Ou est-ce que c'est... Oh, bon, est-ce que c'est pas très... Voilà. Moi, j'aime bien poser des questions dans ces termes-là, quoi. Ok. En lisant le livre, vous découvrirez que donc, François Bégodeau, tu n'étais pas départi de ce style assez particulier, ta façon d'écrire des essais avec beaucoup d'ironie, de l'humour, un ton volontiers moqueur, railleur, de l'autodérision aussi, c'est ce qui fait que beaucoup de gens aiment vous lire, entre autres, et c'est ce qui fait aussi que certains aiment moins vous lire, entre autres. Et justement, pour rester sur la question de la réception du livre, et poser une dernière question avant de vous
de vous passer la parole. Je voulais savoir si plus globalement tu n'avais pas peur que la réception du livre se fasse justement... Enfin, on t'avait reçu déjà pour Notre Joie, où tu parlais plus précisément du phénomène identitaire, et tu expliquais dans ce livre que justement un jeune identitaire, ça veut dire mais c'est formidable ce que vous dites, etc. Il y a ce côté récupération. Et est-ce que justement là, tu n'as pas justement la crainte que ce que tu dis ici soit mal interprété, ou en tout cas interprété, et réutilisé finalement à l'inverse de ta pensée, en tout cas que tu as voulu développer. Je pense par exemple même il y a déjà eu un article dans Libération qui parle, j'ai plus les mots exacts, mais d'un penseur de gauche qui succomberait au vertige de la droite, vertige faisant directement référence au livre de Caroline Forest, Vertige MeToo. Donc il te mettrait finalement dans la case de personnes peut-être dont tu ne partages pas la pensée. Ça, je ne sais pas, c'est pas besoin forcément de réponse là-dessus. Voilà, la question porte sur la réception du livre. D'abord, pour expédier le cas Libé. Libé, il faut resituer les choses. D'ailleurs, on s'en est parlé au téléphone avec le monsieur qui a fini par écrire ce livre, cet article. Libé m'a de loin en loin soutenu dans ma carrière littéraire ou dans ma carrière publique depuis le début. Et Libé a nettement arrêté d'écrire sur moi, ou alors de temps en temps des petites piques dégueulasses, à partir d'Histoire de ta bêtise. Bon, situons les choses toujours. Hein. Histoire de ta bêtise était un livre un peu musclé, qui s'en prenait, en tout cas qui déconstruisait, qui scannait, qui analysait, avec un peu de moquerie et parfois un peu de rudesse. Comment dire, l'extrême centre où j'incluais évidemment la bourgeoisie qui s'était dite de gauche, c'est-à-dire, par exemple, un journal qui a été pendant très longtemps l'organe officiel de la bourgeoisie de gauche qui allait s'offrir au bras de Macron en 2017, à savoir Libération. Bon, Libération, depuis ce temps-là, est en guerre contre moi. Bon, ils ont autre chose à foutre, mais en tout cas, quand il est question de moi, c'est comme ça. Il y avait eu un portrait il y a 4 ans qui était particulièrement dégueulasse, et l'article qui vient de sortir est à peu près une réplique du portrait dégueulasse. Alors, je pense qu'il faut bien se dire, ils ont 2 modes d'attaque, ils sont contents parce qu'effectivement, ils peuvent maintenant m'attaquer sur le côté, ouais, c'est un mascu, tout ça, donc ils ont trouvé une espèce de faille. Mais il y a autre chose qu'ils disaient déjà dans le portrait il y a 3 ans et dans celui-ci, c'est en fait, je suis très aimé par la droite, ça c'est leur grand truc, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de dire en fait, on n'aime pas Bégodeau pour une raison simple, c'est qu'il est de gauche radicale et que nous, on est des centristes. Et qu'il y a une grande inimitié, une grande adversité politique entre la social-démocratie, de droite, de gauche, mais la social-démocratie et la gauche radicale. Donc c'est bien de ça qu'il est question. Mais plutôt que de dire, en fait, Bégodeau, on n'est pas d'accord avec lui parce que c'est pas la gauche qu'on aime, nous c'est trop radical, et nous on préfère être SOSDEM, ils vont aller trouver les trucs genre, ah ouais, mais d'ailleurs, les extrêmes se rejoignent parce qu'en fait, la droite l'aime bien. Donc ils disent de la merde, ils disent n'importe quoi, et d'ailleurs, ils oublient de considérer, enfin, qu'ils regardent un petit peu les quelques dialogues que j'ai pu faire avec des gens d'extrême droite par moment ou des gens de droite. Je pense pas que ça a montré beaucoup d'affinité entre nous. Mais enfin bon, voilà pour Libération. Ce qui serait bien, ce qui serait intéressant avec tous ces médias-là, moi je l'ai souvent dit de France Inter, j'accepte absolument le principe qu'ils me boycottent et qu'ils me détestent. Je voudrais qu'il soit clair sur le soubassement de cette détestation et de ce boycott. Et que ce soubassement est politique. C'est pas une question de Bégodeau, on l'aime pas parce qu'il a des pulls gris et parce qu'il est chiant. C'est parce qu'on est politiquement très très opposés et que c'est brutal. Moi j'aimerais bien que ce soit dit, et ça serait parfait. Mais c'est pas comme ça qu'ils font, parce qu'évidemment c'est plus inavouable. Parce que s'ils disaient des choses comme ça, il faudrait qu'ils sortent un petit peu de leur position pseudo-neutre. Nous sommes des journalistes, nous sommes objectifs, nous n'avons pas d'idéologie, etc. Donc ça, pour le reste, en général, je ne pense pas qu'un écrivain doit se soucier beaucoup de ce que sera la réception d'un livre. Il doit se soucier d'écrire le livre qu'il a envie d'écrire et qui lui paraît bon. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je pensais, comme à peu près tous les livres que j'ai écrits, la raison pour laquelle je les ai écrits, au moment où je les écrivais en tout cas, c'est que j'avais la conviction intime que le livre pouvait être bon. À l'heure encore, peut-être que je serais dégoûté de ce livre dans 2 mois, peut-être que je m'en lasserais, il m'est arrivé de me lasser de certains de mes livres, et d'avoir beaucoup à redire. Pour l'instant, je considère que ce livre est bon, et c'est sa seule raison d'être.
Donc, sa réception m'importe assez peu. Il est évident qu'elle va jouer de deux manières. Le monde va se diviser en deux, je le dis, puisque la sortie de ce livre est quand même l'événement mondial numéro 1. Le monde, je dis bien le monde, hein, Asie compris, va se diviser en deux. Ceux qui vont lire le livre et ceux qui vont en parler sans le lire, ou en entendre parler, ou réagir à des commentaires, de commentaires. Cette dichotomie, en fait, elle existe sur tous les livres, puisque maintenant, n'importe quel écrivain sait qu'il a une espèce de vie bipolaire. Il a la vie de l'écrit, avec des livres qui circulent comme ils peuvent, parfois bien, parfois pas bien, et des gens qui les lisent. Ça, c'est un échange d'écrivain à lecteur. C'est l'échange que je préconise, c'est l'échange que je préfère. Mais on sait bien que tu es maintenant obligé d'avoir une espèce de vie parallèle, plus ou moins à ton corps défendant, beaucoup à mon corps défendant dans mon cas. J'ai un peu donné quand même, tendu la perche, mais pas tant que ça. Qui est la vie numérique, la vie des réseaux, avec une espèce de vie parallèle, quoi, qui évidemment n'a pas grand-chose à voir avec le contenu du livre, n'a pas grand-chose à voir avec cet échange-là. Bon, parfois cette bipolarité n'est pas très gênante. Par exemple, sur mon dernier roman, L'amour, qui était un succès, sa vie littéraire et sa vie numérique étaient relativement homogènes, parce que c'était un livre sans enjeu politique, sans enjeu polémique, qui n'était pas sous-tendu par une affaire judiciaire comme celui-ci, qui était un livre donc très calme, à circulation très calme, etc. Il arrive aussi que tout simplement un livre ait une vie textuelle, une vie littéraire, et qu'il n'ait pas du tout de vie sur les réseaux. En fait, tout le monde s'en fout, les réseaux ne s'en emparent pas, il n'y a rien qui les excite là-dedans. Là, dans le cas de celui-là, c'est évident que la bipolarité va être de haute intensité. Et donc, oui, je pense que le nombre de personnes qui vont avoir un avis sur ce livre, ou qui vont en dire quelque chose, sans jamais le lire, sans même avoir jamais l'idée de le lire, va être un peu énorme quand même. C'est peut-être pour des dizaines de milliers de personnes, il faut le dire, là, c'est pas du tout c'est tout sauf de la mégalomanie, hein, j'aimerais bien qu'il soit 4, quoi. Là, ça va être n'importe quoi, moi je regarde pas, hein, ça m'intéresse pas trop ce qui se dit, j'en ai quelques échos, je vois bien que c'est n'importe quoi, et surtout, des bruits circulent sur ce livre qui n'ont rien à voir avec son contenu. Et pendant ce temps, des gens auront la politesse, l'attention, la gentillesse de le lire, j'espère le plaisir. Et là, ils se rendront compte qu'il y a une énorme disjonction entre la façon dont le livre est présenté, commenté par les réseaux et son contenu, et ce qu'il essaie de faire, quoi. Merci François pour ce moment de questions-réponses. En attendant de passer aux dédicaces, est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? Je vous passe le micro après, il y a une dame là. Alors, bonsoir. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher de réagir. Alors, déjà, François. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, ça va? Commencer. Pas trop, non. Alors, déjà, j'ai pas lu ton livre, mais je viens de t'écouter. Comment peux-tu te dire féministe après ce que tu viens de dire? Oui. Je vais aller jusqu'au bout. Concernant Transcan, concernant le porno. Ensuite, je tiens à dire, tu le sais, on se connaît un peu. Je te connais, pardon. Je te suis, je t'ai lu. Tu m'as aidé à penser. Tu le sais, je suis voir plusieurs fois. Mais là, alors j'espère qu'il y a un malaise, que je ne suis pas la seule à ressentir un énorme malaise dans cette salle. Et je veux exprimer ma colère. Une vraie colère. Tout d'abord, moi, je connais Ludivine Martini. Je l'apprécie beaucoup. Elle est de la gauche radicale comme toi. Elle pense, elle écrit, elle est fabuleuse, c'est une féministe engagée. Je suis en colère. Pourquoi n'arrives-tu pas à juste t'excuser? C'est juste incroyable cet ego. Non, je suis comme je suis, je parle. Je n'ai pas l'habitude de parler comme toi. Je n'ai pas l'habitude. Mais là, j'exprime ma colère. Vraiment, je suis déçue, en colère. Et j'espère que je ne suis pas la seule dans cette salle. Voilà. Et moi, je n'ai pas lu le livre, mais je viens de t'écouter. Et ça me suffit largement. Merci. Et voilà. Merci pour cette illustration, ce que j'avais dit précédemment. Non, je ne t'ai pas lu, mais je t'ai écouté. Je ne suis pas la seule à t'avoir entendu. Tu as dit des choses quand même. Voilà. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit qui t'est choqué? Comment tu peux parler du porno comme ça en disant... J'en ai dit quoi? Ben voilà, mais tu vas me piéger, parce que toi, tu sais me répondre. Tu vois bien que je suis dans un état... Qu'est-ce que tu veux que je... Tu as dit des choses, tu l'as même pas remis en cause.
Tu dis que ça peut même être éducatif. Tu te caches derrière le... Tu sais, les penseurs de doute, quand on sème le doute, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Tu dis, ouais, mais on ne peut pas le prouver. Hein, voilà. Et tu t'aventures sur ce terrain. Eh bien, c'est dangereux ce terrain, mais moi, j'ai pas la capacité intellectuelle, peut-être là, tu vois, de m'exprimer aussi bien que toi. Mais franchement, c'est super décevant. Voilà. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ou le contraire de ce qu'on dit, quoi. Ah, bien sûr, allez-y, Moi, allez-y, je sais pas, allez-y. écouté pour l'avoir beaucoup lu. Mais bien sûr, allez-y, allez-y, allez-y. Mais j'aimerais que les féministes puissent vraiment s'exprimer. C'est juste dingue. C'est la Saint-François aujourd'hui, alors je vous souhaite une bonne fête. Merci. Saint François d'Assise, quand même. Hein. Le meilleur des François. Du coup, Avec François Hollande, moi c'est un peu les deux. Alors, est-ce que tu veux répondre Ah ben là, je pense qu'il n'y avait ni question, ni... voilà, donc en fait, je ne réponds pas à une non-question. Passer le micro à madame. Bonsoir tout le monde, bonsoir François. Moi, je suis enchantée, ravie d'être là. C'est la première fois que je viens t'écouter en vrai. J'ai aussi peur de parler, je suis intimidée et j'avais des milliards de questions et j'en ai retiré deux. J'espère que je peux en avoir deux. En fait, il y en a une politique et une assez intime. La première, quand tu parlais des viols, féminicides, je m'attendais à ce que tu exprimes aussi tout ce rapport de domination, d'humiliation. Et c'est le moment où tu as parlé des féminicides qu'on peut nommer crimes de propriétaire, et viols aussi crimes de propriétaire. Et là, en fait, il n'est plus une question de morale, il y a une question politique. Et la politique vient dans le conjugal, vient dans la maison. Si on regarde tous ces crimes et toutes ces humiliations aussi, sous le prisme de la domination. Voilà, donc la blagounette raciste, la blagounette sexiste. Moi, je fais partie de cette génération de femmes qui a été très alliée de la structure, la culture du viol et tout. Donc, je me déconstruis dans le sens où je cherche à m'ouvrir, à comprendre et à essayer d'être le plus empathique possible. Voilà, c'est mon truc. Bon, c'est perso. Donc ça, c'était une question. Donc, sous le prisme de la domination, est-ce qu'on ne peut pas mettre de la politique partout et non pas de la morale? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, t'es-tu offert une psychothérapie dans ta vie? Ben non, parce qu'en fait, je suis psychothérapeute. Je sais pas si t'es au courant. Et j'ai monté un petit cabinet, là, ça marche bien. Ouais. Je m'occupe de l'addiction des anciens footballeurs. C'est un créneau que j'ai... donc pas de psychothérapie, mais pourquoi pas. J'ai rien contre, hein. Mais il semblerait que mon corps n'ait pas été impérativement porté à se mettre dans ce dispositif. Peut-être qu'il n'y a jamais été enjoint non plus par une situation d'urgence. Il y a des gens qui se retrouvent en psychothérapie parce qu'il y a un problème urgent à résoudre, et peut-être que je n'ai jamais eu ce problème urgent à résoudre. Un problème où vraiment les choses vont mal, et quelque chose qu'il faut absolument résoudre, c'est presque une question de survie. J'ai jamais été acculé à ça, donc voilà, j'en suis là. Mais la psychothérapie m'intéresse en général. Enfin, là, sur le premier truc, moi je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, là, il faut coudre le discours très précisément. Alors, moi, je suis bien d'accord pour dire qu'il y a quelque chose dans les violences conjugales, par exemple, pour prendre... bien sûr qu'il y a un truc qui a fondamentalement à voir avec la domination. Mais c'est presque tautologique de le dire. Je crois que le mot domination aussi... Je suis très frappé dans tous les paradigmes militants en général, mais ça fait très très longtemps que je le dis dans le paradigme communiste qui m'est cher, ou dans d'autres paradigmes qui peuvent être les miens. C'est-à-dire dans tout un lexique. C'est souvent d'ailleurs un espace politique, c'est un lexique. Il y a des mots. Et ces mots sont très porteurs, ils sont porteurs de réel, et c'est bien pour ça que parfois je les endosse moi-même. On voit bien aussi qu'il y a une logique militante dans tous les milieux militants, féministes, antiracistes, communistes, tout ce qu'on veut, ou tout ça en même temps, à évider à un moment ces mots, et ces mots deviennent à un moment incantatoires. Ils finissent par être une espèce de fin en soi. Et le mot domination, je le vois souvent utilisé un peu à vide. C'est comme si une fois qu'on avait domination, on avait tout dit, quoi. Non, domination, c'est un début, c'est le début de la pensée. C'est pas la fin. Et c'est pas une fin en soi. Le mot patriarcat a un petit peu cet usage-là. Moi, je pense que c'est un mot qui a un contenu.
Mais je le vois souvent utilisé comme un truc, comme si c'était évident que maintenant on savait tout ce que ça voulait dire, on sait tous absolument ce qu'on met derrière, alors qu'en fait quand on se met autour d'une table, on dit bon, le patriarcat en fait, pour de vrai c'est quoi? Tout le monde rame un peu quand même, à part des gens qui ont vraiment réfléchi puissamment. Donc moi je me méfie un peu de ça, si je veux dire que... Donc évidemment que c'est de la domination, mais c'est après qu'il va falloir, et moi je vais plutôt, moi c'est mon mode de pensée. Je me dis, oui, dans les violences conjugales, bah déjà, moi je retiens conjugal, je retiens la maison, je retiens la domesticité, je me demande qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce que c'est que le pouvoir du père. Tiens, patriarcat, il est quand même bon de rappeler qu'à la base, quand même, c'est une espèce de système de domination dont la matrice, si je puis dire, plutôt la patrice, est la figure du père. Et l'autorité délirante du père de famille ou du pater familias à Rome, dans les familles, même parfois dans des espaces sociaux plus larges que la famille. Ça vient de là aussi. Or je vois, et je le dis dans le livre à un moment, je trouve que la figure du père n'est pas si interrogée que ça. Elle l'était énormément dans les années 70, où je pense que régnait un féminisme plus libertaire que maintenant. Il y a toujours un féminisme libertaire, mais je pense qu'il est devenu minoritaire dans la constellation féministe, alors qu'il était, je crois, majoritaire dans les années 70. Pourquoi? Bah, c'est à l'image de nos temps. Nos temps étaient plus libertaires dans les années 70. Je pense que nos temps sont plus autoritaires, et que même cette espèce d'esprit autoritaire d'atmosphère a gagné, y compris la gauche. Donc moi, je regarde un peu tout ça de près, et voilà. Mais je suis bien d'accord pour dire que il y a quelque chose d'éminemment politique dans ce qui se joue sur la scène domestique. D'ailleurs, c'était le b.a.-ba du féminisme. C'est de dire tout est politique. Tout est politique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, y compris des gestes ou des attitudes ou des configurations ou des situations de vie que jusque-là, on avait un petit peu mis en marge de l'analyse politique en disant c'est du privé. Les féministes, mais pas seulement elles d'ailleurs, on dit mais c'est pas du tout privé. Ce qui se passe dans le lit, ce qui se passe dans la chambre, ce qui se passe à table, ce qui se passe dans la salle de bain, en fait, est absolument imprégné de structures mentales et de structures économiques plus larges, qu'il y a une porosité autour de ça. Donc en fait, c'est ça le geste. Donc moi, je m'associe totalement à ces gestes-là, mais il faut bien savoir de quoi on parle, quoi, parce que on pourra pas se payer de mots sur ces affaires-là. Encore une fois, je trouve que le mot patriarcat, bon. Oui, c'est les mots. Moi, j'ai souvent, j'ai toujours le réflexe de me méfier de ces mots-là que j'appelle incantatoires. Je m'en suis moqué dans plein d'autres configurations, mais y compris là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire penser en l'occurrence? Ou c'est ne pas évider ces mots et toujours leur redonner du contenu, quoi. Et peut-être leur redonner du contenu en partant de situations. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'analyser concrètement une situation. Qu'est-ce qui fait que faudrait analyser ça? La littérature peut le faire, d'ailleurs, par exemple. La littérature, parce que la littérature, elle prend des cas. La littérature, elle peut aider l'effort politique. Je le dis dans le livre, je pense qu'il faut bien montrer qu'il y a une disjonction entre un esprit politique et l'esprit littéraire, mais il y a aussi des croisements possibles, et que la littérature peut aider à l'effort politique. Et en quoi la littérature peut aider l'effort féministe, par exemple? Je pense en produisant des récits. Et les récits, c'est quoi? C'est des choses situées. Ça veut dire qu'on va vraiment prendre une histoire, un cas, peut-être réel, ou peut-être légèrement fictionnel, ou fictionné, et on va vraiment le disséquer. On va dire, mais c'est quoi la violence au travail là-dedans? C'est quoi la domination au travail? Et ça, il faudra 300 pages. Moi, je partirai du mot domination, mais après, je vais écrire les 300 pages. Pour dire, mais comment ça s'est joué entre machin, Jubilard, ou je ne sais quel autre mec qui a trucidé sa femme. Enfin, lui, on ne sait toujours pas, mais... Une petite présomption quand même. Mais je devrais prendre un exemple plus caractérisé. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça dont on a besoin. Mais je le dirais pour plein d'autres choses, quoi. Il y a des grands mots, et puis après, il faut les disséminer en plein d'analyses plus précises. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça sera probablement la dernière, ou on va en prendre maximum 2 compte tenu de l'heure. Monsieur? Bonsoir. Merci, Lata. Merci. Tu disais que tu n'étais pas certain qu'il y ait un continuum, en tout cas que l'hypothèse était stable d'un continuum entre la blague raciste et l'acte raciste, entre la blague sexiste et l'acte sexiste, pardon. Et pourtant, parfois, on voit bien qu'il y a des blagues qu'on décide qu'elles sont plus tolérables ou plus forcément entendables. Je pense par exemple au sketch de Michel Hebb sur une tête noire, aux blagues antisémites d'Anne Delaunay, où parfois, à raison, la société décide aussi que les blagues ne sont plus vraiment audibles ou acceptables en l'état. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait la différence entre la blague qui est encore acceptable parce que c'est une blague complaisante et une blague où à un moment, dans le sto, on dit ok, c'est peut-être juste une blague, mais on n'est pas d'accord. Je veux dire, normalement, le suffrage de base par rapport à une blague, c'est pas je suis d'accord ou pas, c'est je ris ou pas, déjà. Donc quand même, remettons les blagues dans ce qu'est leur économie propre. Mais les gens rient à Dieudonné, les gens
Des gens riaient à Dieudonné, mais je consacre quelques pages à Dieudonné dans le livre. Les gens riaient à Dieudonné. Une des raisons pour lesquelles les gens riaient à Dieudonné, c'est qu'il était drôle. Il arrivait et qu'il était même, pour moi, le comique le plus drôle des années 2000, en France. Je ne suis pas le seul à le penser. C'est tellement évident qu'il a une espèce de vis comica très supérieure à l'offre comique de ces années-là. Bon. La thèse officielle sur Dieudonné, d'ailleurs, que j'appelle une thèse moralisante et où on a l'impression que les gens ne veulent pas véritablement penser, ils veulent penser ce qui les rassure, ce qui me paraît jamais une très très bonne façon de penser. Donc il y a une pensée rassurante sur Dieudonné, c'est de dire, en fait, le mec, quand il était clean politiquement, en plus c'était plutôt un compagnon de route de la gauche, il se présente à Dreux contre le FN, au début des années 2000, j'y étais à Dreux, donc je me souviens très bien. Et c'était vraiment un compagnon de route de la gauche, assez proche des Verts à un moment, un peu du PS, un peu du PC, un peu de tout ça, quoi. Bon, et vraiment, il allait sans dire que c'était un antiraciste de gauche, quoi. Et déjà, on l'avait repéré comme un des comiques les plus drôles, donc c'était super, il y avait un comique de gauche drôle, super. Enfin, bon. Et puis patatras, arrivent ses premiers sketchs un peu douteux, et puis après, il va de plus en plus faire spécialité d'aller titiller l'antisémitisme, et de façon de plus en plus intense au fil des années. Et à partir de ce moment-là, la thèse officielle devient, à partir du moment où il est devenu antisémite, il a pu être drôle. C'est faux. C'est factuellement faux. À partir du moment où Dieudonné, effectivement, a commencé à jouer au con avec l'antisémitisme, il a continué à être drôle. Ça arrache la gueule des bien-pensants de le constater, mais c'est absolument constatable. Hein, puisque son sketch qu'il a la première fois accrimé, était un sketch sur Israël chez Marc-Olivier Fogiel, je pense en 2002. Donc regardons ces spectacles en ligne, si jamais on a un peu d'ouverture d'esprit. C'est vraiment... comment dire, on a un peu de curiosité quand même. Je veux dire, c'est pas grave, ça fait pas mal de regarder les spectacles de Dieudonné. Dieu vous pardonnera. En tout cas, moi, je suis bien content de l'avoir fait. Parce que j'ai découvert un grand comique et des grands sketchs. Bon, bah oui, bah, il est drôle. Bah oui, de temps en temps, il fait vraiment des blagues très, très douteuses et très cracra antisémites. Assez rarement, en fait, mais quand même un peu. Et puis, à côté de ça, il fait des sketchs toujours géniaux. Bon, donc voilà. Et l'humour, c'est compliqué. Je pense même, ce que je dis à un moment dans le livre, c'est que je crois même que la situation un peu sulfureuse dans laquelle il s'est retrouvé dans les années 2005-2010, ça c'est le moment où vraiment il est un peu persona non grata, ou même ça devient un sujet politique, il a déjà un peu des procès au cul, pas longtemps après Manuel Valls va vouloir l'interdire de partout, je pense que ça a dynamisé son humour. Ça a intensifié sa force comique. Eh ben oui, eh ben voilà, une pensée par-delà bien et mal, mais c'est des faits. En revanche, à un moment, je pense que quand il s'enferme un peu trop dans son antisémitisme et quand il commence à entrer dans un commerce un peu foireux avec son public, où là, de plus en plus, moi, c'était à côté de chez moi, là, son théâtre, donc je les voyais souvent à la queue. Bon, il y avait des mecs un peu, des mecs un peu rasés d'extrême droite, il y avait des rebeux un peu antisémites, genre soraliens, tout ça. Et quand on suit ces spectacles, on s'aperçoit que là, il commence à jouer un sale jeu avec ces mecs parce qu'il leur offre des blagues antisémites qu'ils ont attendues. Les blagues sont pas drôles, les mecs se marrent quand même parce que c'est antisémite. Et là, Dieudonné commence à se dégrader. Et là, sa force comique, pas parce qu'il est antisémite, il se dégrade parce qu'il a décidé de mettre au centre de ses prestations publiques cette espèce d'échange un peu crado avec ce public un peu bidon. Mais c'est pour ça que c'est comme ça que ça se passe. Il faut l'analyser de spectacle en spectacle et c'est autre chose que voilà. Après, par rapport à ta question, donc j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que non seulement le suffrage pour le comique c'est le rire ou pas, mais que parfois il y a du rire qui fraye avec des affects douteux. Et tout à fait même scandaleux d'un point de vue strictement moral. Oui, il faut l'accepter comme ça. Après, tu parles de Michel Leb. Moi, je pense qu'il faut bien savoir de quoi on parle. J'en avais déjà parlé dans une conférence, j'en reparle très vaguement dans le livre. Ce qui choque maintenant dans le sketch de Michel Leb quand on le voit à la télé, c'est deux choses. D'abord, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'il y a quand même un moment, il y a un certain niveau de stéréotypie. Souvent, l'humour fonctionne par stéréotype un peu. Mais il y a une certaine grossièreté du stéréotype qui vraiment dessert l'humour. Je pense qu'il faut trouver le bon dosage dans la stéréotypie. C'est un des travaux de l'humoriste. Parce que de fait, on tape toujours un peu dans des clichés quand on fait de l'humour. Mais chez Michel Leb, c'est vraiment de la stéréotypie de gros traits. Donc c'est pas très drôle. Mais surtout, ce qui va pas, c'est que il est blanc, le public est blanc, Michel Drucker est blanc dans l'émission. Moi, je l'ai déjà raconté, je suis d'une famille de blancs, on regarde ça à la télé, ouais, on trouve ça moyennement drôle, mais quand même, ça nous fait un peu marrer, l'Africain postcolonial, là, tout ça. Et donc, ce qui va pas, à ce moment-là, c'est pas tant Michel Leb lui-même que le contexte général et les rapports de race et les rapports de force de l'époque, dans les années 1982, 3, 4. Il se trouve que quand même, moi je suis très optimiste de ce point de vue-là, contrairement à la Vulgate sur ces questions-là,
Parce que précisément, la société a quand même changé. Il y a une espèce de visibilisation des minorités visibles incroyable depuis quand même 30-40 ans. Il y a quand même de plus en plus d'acteurs rebeux, noirs, etc., ou de comiques, tout ça. Et que donc, il devient possible d'envisager une sortie par le haut de ce merdier. Et la sortie par le haut de ce merdier, c'est vannez-vous les uns les autres. Et c'est super. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a suffisamment de rebeux et de noirs qui ont voix au chapitre et droit de cité, notamment dans les métiers artistiques. Beaucoup plus que dans d'autres zones de pouvoir. C'est un petit peu comme dans le sport, etc. Bah oui, il devient possible que maintenant, bah ouais, Michel Leb, il pourrait de nouveau faire des blagues racistes sur un noir qui a des grosses narines. Et il aurait son public de beaufs blancs qui rigolerait. Bon, ben voilà, c'est leur truc. Sauf que le problème, c'est que... Enfin, en tout cas, pas le problème, mais le contraire du problème, c'est que là, maintenant, il y a des comiques arabes comme Mustapha El Atrassi qui se foutent de la gueule des Blancs, qui sont même extrêmement violents avec les Blancs, qui font des blagues anti-blancs et racistes anti-blancs, d'une énorme crudité et d'une énorme sécheresse. Et voilà, et tout va bien. Chacun se balance des vannes, chacun... et c'est à qui sera le plus drôle. Et le problème, c'est que tu vas avoir Mustapha El Atrassi à gauche et Michel Leb à droite, et en comique, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que Michel Leb, il va se faire doser, mais sûr, parce que c'est un mec pas drôle. Et d'ailleurs, il n'a pas fait longue carrière dans le comique, d'ailleurs, hein, Michel Leb. Hein, même à l'époque, il n'était pas considéré comme un comique. Donc moi, je pense que plutôt que d'essayer de se surveiller les uns les autres et d'anticiper sur ce qui pourrait blesser, pas blesser, je pense qu'il faut un peu laisser l'humour être aussi... violent et brutal qu'il est, et simplement travailler à une société ou travailler aussi à des espaces culturels ou des espaces d'expression où tout le monde puisse vanner tout le monde. Bon, évidemment, c'est pas trop le cas, c'est pas encore complètement le cas. De fait, il y a plus de comiques hommes que de comiques femmes, mais c'est quand même en train de se rééquilibrer. Donc ouais, si t'as que des comiques mecs et ils font tous des blagues misogynes, c'est vraiment un problème. Mais si t'as des comiques mecs et maintenant plein de comiques nanas qui font des blagues un peu misandres, qui se foutent de la gueule des hommes, parce que je veux dire, ça y va quand même, hein, depuis Foresti en gros. Et maintenant, de façon exponentielle depuis une quinzaine d'années, t'as de plus en plus de comiques femmes. Donc quand même, le sujet principal, c'est de foutre en l'air les mecs. Enfin, c'est-à-dire quand même de se foutre de la gueule des mecs dans tous les sens, voilà. Bon, ce qui me fait marrer. Je devrais peut-être pas, peut-être que je devrais me sentir visé. Mais je le dis à un moment dans le livre, moi ce que je regrette, c'est que moi, je connais très très peu de sketchs où je me sens, moi, caricaturé et vanné. Moi, j'aimerais bien qu'on vanne un écrivain, qu'on vanne je sais pas, un mec qui habite dans le 11e arrondissement, en imitant ses traits, en le caricaturant. Mais je connais pas de comique qui fait ça. Ça me fait chier, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on me vanne. Donc, je fais un appel aux Arabes, aux Noirs, aux femmes. Foutez-vous de la gueule de l'écrivain du 11e arrondissement, quoi. Mais pour ça, faut l'observer. Bon, le message est entendu. On va finir là-dessus. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait une ou deux questions éventuellement pendant la séance de dédicace. Vous pouvez continuer à parler un peu avec François, sans faire non plus trop long. Je sais que vous avez beaucoup de fans. Donc voilà, on va passer un petit moment autour du buffet. Et puis pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire dédicacer votre livre. Merci encore d'être venu. Merci de l'accueil. Merci à vous.